Bonjour à tous, moi c'est Céline, je travaille à la Chambéry, je suis médium guérisseuse de passe aux dents. J'ai deux filles, une qui est là et qui va m'aider un petit peu, c'est Léa qui a 11 ans et une autre qui a 15 ans qui s'appelle Aurane. Voilà, j'ai écrit plus une dizaine de livres. Il y en a 4 qui sont sortis, donc, dont celui-là, Apprentissage et mission du médium. Sur les 4 là qui sont ici, il n'y a plus que celui-là qui est édité. Parce que mon éditeur a fait faillite le premier. Donc j'y ai senti avant, j'ai demandé mon argent avant, ils ne voulaient pas me le donner, mais ils me l'ont donné quand même, et ils ont fait faillite juste derrière. Donc vous voyez, ça sert des fois d'avoir des capacités comme ça, parce que je sentais que ça allait pas. Donc je vais peut-être sûrement les rééditer plus tard. Pour le moment, j'ai pas trop le temps, donc je le fais pas. Mais profitez-en, il m'en reste encore à la maison, donc vous pouvez en prendre si vous voulez. Après, je consulte chez moi. Je fais pas de consultation sur téléphone, WhatsApp, etc. Donc, si vous voulez, il y a des cartes ici. Si vous voulez prendre un rendez-vous, sachez que j'ai ça dépend des moments, entre 1 mois et 3 mois d'attente. Sur cette carte, il y a un site que j'ai arrêté, donc vous ne le regardez pas, c'est pas la peine, vous le trouverez pas, parce que j'avais tellement de monde que ça n'arrêtait plus, donc je l'ai arrêté ce site. Donc voilà, je prends plus que les personnes que je connais, plus que les personnes qui viennent dans les conférences et qui m'amènent eux-mêmes des personnes autrement. Mais je prends plus de nouvelles personnes comme ça que je connais pas du tout, parce qu'il m'arrive aussi des choses et donc j'ai plus envie de vivre ça. Bien, donc aujourd'hui, je vais vous parler du langage de la lumière. Cette conférence, je l'ai faite un petit peu, comment on veut dire, dans le bonheur, comment dire, j'étais vraiment imprégnée de vouloir vous donner le maximum de choses. Donc ici, en 1h30, on n'a pas vraiment le temps d'aborder tout le sujet parce qu'il est excessivement vaste. Mais j'ai essayé de mettre un petit peu l'accent sur certaines choses pour que vous puissiez comprendre à quoi sert le langage de lumière. Alors, vas-y. On va commencer. Je vais juste vous indiquer que j'ai obligé maintenant de tout mettre par écrit parce que j'ai des problèmes cognitifs dus à 2 maladies auto-immunes. Et donc, du coup, j'ai plus de mémoire. Donc, ma mémoire commence à partir complètement. Donc, j'oublie mes mots et tout ça. Donc, je m'en excuse, mais je suis un petit peu obligée de temps en temps de lire des choses parce que je suis trop fatiguée. Donc, voilà. Et ben, on va commencer. Alors, je vais peut-être me mettre un petit peu par là, je bougerai un petit peu, parce que non du tout, je suis bien debout. Et puis, j'essaierai de vous regarder un peu tous de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le langage de lumière? Alors, le langage de lumière, c'est en fait un langage universel, un langage qui nous est donné par les êtres de lumière, et qui est là pour nous insuffler des capacités spirituelles, pour nous éveiller en fait, et pour nous guérir. Donc ce langage de lumière, il est vraiment là pour nous aider à évoluer et, comme tu le disais tout à l'heure, à ascensionner aussi, c'est-à-dire qu'on va aller vers notre ouverture complète de nous-mêmes, de notre être, vers la lumière pour qu'on puisse communiquer avec elle. Donc le langage, il nous est donc communiqué par les esprits de différentes manières. Alors, il faut savoir que les premiers humains qui ont été éveillés et qui étaient sur Terre, c'était, vous avez peut-être vu sur Internet, etc., c'était les Lémuriens et les Atlantes. Ces peuples-là étaient très importants parce qu'ils étaient éveillés, ils avaient cette connaissance de l'au-delà et ils communiquaient par l'esprit avec l'au-delà. Ils étaient sur Terre, mais ils communiquaient avec les esprits
par l'esprit, par l'âme. Donc, certains d'entre eux ont voulu défier un peu tout ça, et ils ont voulu vivre un peu comme ils voulaient sur Terre. Et du coup, l'au-delà les a bien mis à la page. Ils les ont fait descendre de la 4e dimension à la 3e dimension. On dit en général qu'il y a un voile de l'oubli qui s'est mis sur nous et on ne peut plus, on n'a plus accès comme ça en cliquant des doigts au langage universel et au langage de l'au-delà. Donc, on a dû s'adapter et qu'est-ce qui s'est passé? On a inventé notre propre langage, notre propre alphabet et notre propre façon de se comprendre entre nous. Donc, lorsque on s'éveille à la spiritualité ou qu'on a des capacités médiumniques, on va aller au-delà de ce voile de l'oubli. Et pour ça, il y a plein de choses qui nous sont données par les entités de l'autre côté et qui peuvent nous aider à transcender tout ça. Donc, le langage de la lumière, il est sous-tendu par les mathématiques et la géométrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe, toute la vie qui existe sur Terre est fondée sur ces deux choses-là, les mathématiques et la géométrie. Tout ce que vous trouvez dans la vie, du plus petit au plus grand, est fondé là-dessus. Hein? Il vient à nous, ce langage de lumière, naturellement. Hein, on ne va pas aller le chercher parce que si on n'est pas éveillé, on n'arrivera pas à le trouver. Il vient vraiment à nous quand on est prêt. Hein. Donc ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a des gens qui veulent parfois forcer les choses en médiumnité ou en spiritualité et du coup, ils n'arrivent pas, ils essayent, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, mais c'est parce que votre âme, elle n'est pas prête. Tant que l'âme n'est pas prête, on ne va pas arriver à quoi que ce soit. Donc, on le reçoit, ce langage de lumière, par des codes. Hein, des codes, alors on les verra au fur et à mesure, hein, mais ces codes, ils vont ouvrir des portes vers la multidimension, hein, tout ce qui est les différentes dimensions de l'univers et des univers, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein, donc, du coup, tout ça, ça va se développer avec des codes qu'on va nous donner, qu'on va nous insérer dans nos corps énergétiques, etc. Et donc, du coup, on va voir tout ça un petit peu au fur et à mesure. C'est le langage de la source, hein, le langage premier, le langage originel. Et c'est aussi le langage de notre âme, puisqu'on l'a tous en nous, ce langage. Hein, mais on n'a pas assez développé notre éveil spirituel pour l'entendre, le comprendre, le voir, hein, parce que c'est de différentes manières qu'il va s'imposer. Mais il faut vraiment être dans l'éveil pour qu'on puisse l'aborder. Hein, c'est pas évident. Et au fur et à mesure de notre éveil, on va voir que y a des choses qui se mettent en place. On les comprend pas forcément toujours dès le départ, mais on va petit à petit comprendre et se mettre à se dire oh ben oui, ça j'avais pas compris, mais en fait maintenant oui, ça y est, j'ai en tête pourquoi c'est comme ça. Donc dans d'autres univers, le langage, il est vibratoire. On n'a pas de langage parlé comme nous, c'est un langage énergétique, c'est un langage vibratoire. On se comprend par l'énergie, par l'esprit, par l'énergie. Hein. C'est pas autrement. Et nous, c'est ce qu'on va chercher à retrouver pour ascensionner vers notre être supérieur. D'accord ? Alors, on peut recevoir ces messages de différentes manières. Hein. On peut recevoir des images symboliques, géométriques ou mathématiques. Alors moi, ça m'est arrivé très souvent, ça m'arrive très souvent encore, de me réveiller le matin et la première chose que je vois, c'est de la clairvoyance et je vois des équations mathématiques sur le mur de ma chambre. Et alors, comme je suis nulle en maths, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, forcément. Ou alors on me dit des fois ça, c'est pour ça ou pour telle chose. Mais voilà, j'ai ça qui me vient et surtout beaucoup
beaucoup d'images géométriques qui s'imposent à moi et qui viennent justement pour travailler sur mes corps énergétiques, etc. Donc je l'aborde plutôt en clairvoyance, hein, le langage de la lumière. Après, vous pouvez avoir des ressentis émotionnels, hein, qui vont vous amener à écrire, à dessiner, à peindre. Et souvent, les gens viennent me voir en me disant « mais j'ai envie de peindre, mais je ne comprends pas ce que je peins et pourquoi je peins ça, etc. » Mais tout ça, c'est votre âme qui s'exprime, hein, et qui, à travers le dessin ou la peinture, par exemple, va vous donner conscience que votre être est là en train de s'ouvrir et qu'il faut des fois faire des choses aussi pour arriver à développer cette peinture, à développer tout ce qui est en train de s'offrir à vous. C'est important. Il y a aussi la gestuelle du corps. La gestuelle du corps peut être un langage qui vient c'est un langage de lumière qui vient de l'au-delà et qui va vous donner envie de bouger d'une certaine manière ou de danser. Hein, il y a des gens j'en connais, des gens qui veulent donner de la guérison à des gens par la danse, comme le yoga, comme la méditation, etc. C'est la même chose, en fait, d'une manière différente. Alors, on va voir aussi le langage de lumière, c'est-à-dire le parler et l'écriture dans une langue particulière, hein, qui s'impose à certaines personnes. Et ces gens, ils vont parler d'une certaine manière, on ne comprend rien, mais c'est la langue de lumière qui s'installe chez eux et qui vient les aider à se guérir eux-mêmes ou même à guérir d'autres personnes. Hein, parce que le langage de lumière, je l'ai déjà dit certainement, il est là non seulement pour l'éveil, hein, mais il a une grande part dans notre guérison de nos blessures d'âme, qu'elles soient transgénérationnelles, hein, c'est-à-dire dans votre arbre généalogique, ou alors dans vos vies antérieures, dans le karmique. D'accord ? On va décrire donc un petit peu ce langage de lumière, voir comment les esprits nous indiquent des choses, nous donnent pour pouvoir s'éveiller et guérir. Alors, on va commencer par un petit peu de géométrie qu'on appelle sacrée. Alors, dans la géométrie sacrée, j'y ai mis les nombres. Les nombres sont très importants dans la spiritualité. Ils vont nous indiquer un peu le zéro, par exemple, il va nous indiquer l'infini, les choses qui sont infinies, qui ne sont pas encore développées, etc. Et puis, vous allez voir que petit à petit, je vous laisse lire, hein, le 1, bon, le centre, principe premier, l'unité, le 2, ben, la dualité, et tout ça, tous les nombres ont une vibration et ils vont avoir aussi un langage écrit géométrique. Hein. Donc, si vous voulez, les mathématiques, le nombre, c'est très important parce que c'est la base de ce qui coordonne tout dans. Et ça, au départ, on a un peu du mal à le comprendre, mais il faut vraiment se le mettre en tête parce que il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre l'éveil. C'est les mathématiques et la géométrie. Je n'arrêterai pas de le rappeler, mais c'est comme ça. Le chiffre 7, il représente l'éveil spirituel, la transcendance, la connaissance et la sagesse. On parle souvent du nombre 7, hein, parce que c'est celui qui engendre vraiment toute la connaissance et il est vraiment important. Il y en a d'autres, hein, qui sont très importants, hein, mais bon, j'ai pris celui-là parce que j'ai pas assez de temps de développer. Donc voilà. C'est donc le langage de la vie, hein, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, on va passer à la prochaine diapo. Dans les nombres, j'ai retenu aussi le nombre phi. Donc, le nombre phi, vous avez dû déjà en entendre parler, c'est la section d'or, le nombre d'or, ou la proportion dorée encore, on l'appelle. Et la divine proportion aussi, on l'appelle. Pourquoi ? Parce que ce nombre-là, on a défini que c'était le nombre le plus
le mieux dans la nature. C'est le plus... j'ai perdu le mot. Comment on dit voilà, ça commence. Voilà, merci monsieur. Voilà, ma mémoire me fait défaut. Donc, du coup, ce nombre, il est vraiment au centre de la géométrie parce que vous allez le retrouver de partout. On verra après. Alors, tiens, je te laisse lire ce petit truc-là. Donc, un petit peu d'histoire quand même. En vert, là. Hommage au célèbre sculpteur et peintre Phidias, né à Athènes en Grèce, très influent dans l'art à cette époque. On lui doit la construction d'édifices et de statues comme celle de Zeus ou d'Athéna. Il fut demandé à Phidias de construire des statues du grand Parthénon, temple principal de l'acropole d'Athènes. Phidias a une vision des proportions qui lui permet de donner une harmonie sans commune mesure à ses œuvres. C'est Theodore Andrea Cook, 1867-1928, journaliste et auteur qui va nommer le nombre d'or phi, émerveillé par sa visite du Parthénon en Grèce. Il convient avec un ami mathématicien de donner à la proportion divine le nom de Phidias en honneur de son travail spectaculaire en 1914. Pardon. Alors, donc, ce nombre phi vient donc de Phidias, qui était un très bon sculpteur et qui avait vraiment des statues qui étaient très harmonieuses. Et c'est de là qu'on lui a donné ce titre de donner son nom au nombre d'or. Donc le premier texte qui mentionne explicitement le nombre d'or, c'est le livre d'Euclide, des éléments. Ça peut vous intéresser parce qu'il y a des choses qui sont assez complexes et puis qui nous viennent en tête quand on les voit dans tous ces livres-là de géométrie. Il y en a qui vont peut-être s'intéresser justement à ça, d'autres non, mais bon, je le dis quand même parce que ça peut être quelque chose de très bien. Euclide, c'est un mathématicien grec qui a vécu entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ et qui est considéré comme le père de la géométrie. Alors, je vais me mettre là pour vous montrer un petit peu ce qu'est le nombre d'or dans toute la nature, si vous voulez. Par exemple, sur le corps humain, lorsque vous faites le rapport entre la mesure de votre épaule jusqu'à votre genou de votre genou jusqu'au pied, si vous avez comme résultat 1,618, qui est le nombre phi, ça veut dire que vous êtes très harmonieux. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas harmonieux. Donc voilà. Après, ça peut être sur le visage, c'est partout, hein. Là, on a ce qu'on appelle aussi la séquence de Fibonacci. Voilà. Donc là, on va aller sur des chiffres aussi qui vont former une spirale, hein. Là, c'est sur les dents aussi, jusque dans les dents, on peut avoir le nombre phi. Si vous êtes très harmonieux au niveau de vos dents, vous allez calculer la largeur de cette dent et cette dent-là, une canine et une incisive, et puis vous allez faire le rapport sur cette incisive-là, et vous allez voir que si vous avez 1,618, vous êtes parfait. Voilà. Donc, pour qu'un visage soit harmonieux, il faut que chacun des rapports qu'on calcule soit égal à 1,618. Et il y a d'ailleurs un chercheur qui avait fait un masque justement basé sur le nombre d'or, hein, et donc du coup, quand on le calque sur nous, si il est comme il faut, ça veut dire qu'on est parfait. On retrouve aussi ce nombre d'or dans les plantes, hein, un peu de partout, même dans les tableaux. Hein, les peintres, ils ont une façon de peindre qui est vraiment harmonieuse, hein, on le voit. Ça va être aussi dans les coquilles de nautiles et aussi au niveau de l'espace.
de tout ce qui est grand et petit. Tout à l'heure, tiens, mais tu peux pas revenir en arrière, si? On n'a pas vu celui-là. Si on fait le rapport d'une rangée là, de l'ADN, de morceaux d'ADN, là, sur sa largeur, on obtient 1,618. Donc le rapport que vous avez dans votre ADN, c'est-à-dire ce qui code pour l'information génétique et qui va faire ce que vous êtes, c'est harmonieux aussi. Et c'est en forme de spirale. Tout est lié à la spirale, au nombre, à la géométrie et aux mathématiques. Tout est lié là-dessus. Je ne peux pas trop développer parce que ce serait trop long. Mais voilà, il faut déjà vous mettre ça en tête. Si vous faites des recherches un peu plus poussées derrière, vous verrez qu'il y a des milliers de choses intéressantes à comprendre qui vont vous amener vers votre éveil. Alors, on va s'intéresser à la géométrie dans notre corps à nous. Alors, pour comprendre le langage géométrique, il faut ouvrir nos chakras. Alors, non seulement, vous connaissez les chakras, les roues enfin, les espèces d'entonnoirs aspirateurs d'énergie qu'on a en nous, les 7 plus gros, et puis après on en a plein un peu de partout, mais on en a aussi au-dessus de nous et en dessous. Et pour arriver à un éveil supérieur qui aille vraiment au-delà de la Terre et qui puisse toucher l'univers, etc., il va falloir ouvrir plein de chakras qui sont au-dessus. Tant que ces chakras ne sont pas et au-dessous. Tant que ces chakras ne sont pas ouverts, vous n'aurez pas d'éveil complet. Vous pouvez avoir un éveil partiel, mais vous n'aurez pas d'éveil complet. Alors, quand on a ouvert tous ces chakras, hein, ça va être des choses qui vont vous être données par vos guides, hein, donc au fur et à mesure. Alors, chacun le reçoit à sa manière. Donc, je ne vais pas vous faire un compte-rendu de... Moi, ça a duré pendant au moins 6 mois, cette ouverture sur tous les chakras supérieurs. Et il a fallu faire des soins pour arriver à cette ouverture, avec les différentes manières qu'on verra ensuite. Mais il faut vraiment vous dire qu'une fois que c'est fait, vous allez avoir des guides qui vont changer. Vos guides vont partir peut-être, et d'autres vont venir, ou alors ils vont s'associer, qui vont venir des constellations, par exemple les Pléiades, Orion, etc. Moi, j'ai des guides qui sont des Pléiades. Donc après, chacun a ses propres guides. Hein. Il va y avoir Orion, il va y avoir d'autres Vénus, etc. Après, chacun va apprendre à connaître ses guides et à travailler avec. L'énergie supérieure, on la reçoit quand on a ouvert le maximum de chakras. Hein. Et ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Regardez bien aussi sur les bouquins ou sur Internet, sur les bons sites, vous allez trouver comment faire pour vous aider dans cette tâche-là. Hein. Je pensais écrire un livre, mais du coup, je me suis arrêtée en route parce que je suis tombée malade de ma 2e maladie et du coup, ça m'a arrêtée net. Mais j'y pense encore. Peut-être que je ferai quelque chose de plus développé parce que je pense que si je le fais, ce bouquin, il va faire au moins 700 pages. Donc, j'en étais déjà à 400 et ça m'a arrêté là. Donc, voilà. Bon, peut-être je le reprendrai plus tard, on verra. Alors, suivant notre évolution, faut savoir que notre corps physique est donc entouré de nos corps énergétiques, mais on a aussi une forme géométrique autour de nous. On est une forme géométrique. Hein. On est une vibration, on est matière aussi, mais on est surtout vibration. Alors, autour de nous, il va y avoir tout un panel de géométrie, hein, et plus on s'élève, plus cette forme va changer et va devenir de plus en plus fine pour nous aider à changer nos corps énergétiques pour pouvoir capter des messages beaucoup plus hauts, beaucoup plus beaux et vraiment intéressants. Des messages qui vont être des messages un peu plus philosophiques, qui vont vous aider par exemple à écrire un bouquin ou à faire de la peinture d'ailleurs, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Peu importe ce que vous faites dans votre ouverture,
Hein, c'est lié de toute manière à votre évolution et à tout ça, à la forme géométrique aussi que vous prenez autour de vous. Donc, cette géométrie, elle fusionne plus ou moins avec nous pour ne plus faire qu'un entre nous et l'univers. Après, on ne fait plus qu'un. Et c'est vrai que quand on a ça en nous, on a une vision des choses, de l'univers, etc., qui est complètement différente d'avant. Hein. Cette ouverture des chakras et cette forme géométrique autour de nous qui va changer va nous éveiller et va nous aider à ascensionner vers notre être supérieur. C'est ça le but. On doit ici sur Terre évoluer vers un être supérieur sur Terre. On est dans un corps physique qui est un corps de 3e dimension et on va devoir ascensionner vers un corps de 5e, 6e dimension en restant sur Terre. Donc c'est le but en fait de votre venue ici, c'est de retrouver cette supériorité tout en étant dans un monde assez lourd. On le voit bien en ce moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les peurs, etc., tout ce qui se passe en ce moment. Mais on nous demande d'essayer de transcender tout ça et de pouvoir quand même ascensionner. On va ascensionner vers notre être supérieur qui s'appelle aussi, il y a plusieurs noms. Alors, vous verrez sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. En général, on l'appelle le corps de lumière. On peut l'appeler le corps d'être-té, le corps de... Il y a plein de choses comme ça. Mais sachez que c'est l'être supérieur, énergétiquement, spirituellement. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui peut arriver comme géométrie autour de nous? Eh bien, on va commencer par voir la Merkaba. Alors, la Merkaba, c'est un nom assez particulier. Je ne sais plus si c'est arabe ou... je n'ai pas regardé l'origine, mais dans mon esprit, je crois que c'est arabe. Donc, c'est une forme géométrique qui signifie le véhicule de lumière. Alors, mer, ça veut dire lumière, Ka, ça veut dire esprit, et Ba, ça veut dire corps. Alors, ce sont 2 tétraèdres qui sont autour de nous. Il y en a un qui est comme ça, placé comme ça, et l'autre vert comme ça, et triangulaire. Et en fait, ces tétraèdres, ils vont tourner. Quand vous évoluez, ils tournent de plus en plus vite. Alors, il y en a un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre dans l'autre sens. Et donc, ces tétraèdres, une fois qu'ils commencent à tourner, ils ne s'arrêtent plus jamais. Hein, vous avez évolué, donc ils vont se mettre dans une espèce d'activité supérieure. Et donc, ils tournent jusqu'à ce que vous ayez autour de vous comme une espèce de soucoupe volante. C'est symbolique, hein. C'est pas parce qu'on l'appelle le véhicule de lumière, mais c'est vrai que ça fait l'énergie qui est autour de nous. Après, ça fait une espèce, les tétraèdres, ils se transforment comme un petit peu une soucoupe volante autour de nous. Mais c'est énergétique, hein, c'est pas véritable. Et donc, du coup, ils vont, une fois qu'on a cette énergie-là autour de nous, on va pouvoir passer des dimensions. C'est-à-dire que quand vous allez, je ne sais pas si vous travaillez en médiumnité par exemple, quand votre Merkaba elle est ouverte et activée comme il faut, eh bien vous allez pouvoir aller soigner des gens en passant des dimensions différentes où vous pouvez aller chercher des choses. On peut aller chercher des bouts d'âme par exemple qui sont restés dans une dimension pour les ramener sur la personne qui vient se faire guérir parce que parfois, notre âme, elle peut avoir été délitée et il y a des morceaux qui restent à certains endroits. Et c'est pour ça que certaines personnes viennent nous voir en nous disant « je ne me sens pas complet ici, je ne me sens pas bien sur Terre, je ne me sens pas si… » Et quand on regarde, en général, on va arriver à voir qu'il y a des morceaux d'âme qui se trouvent dans d'autres dimensions. Donc, on va les chercher. Hein. Il y a différentes manières aussi d'aller les chercher. Hein. On peut aller les chercher en chamanisme avec les totems, etc. On peut passer des dimensions si on a la Merkaba. Énergétiquement, on peut faire plein de choses. Hein. Donc, on va travailler avec ça hein, pour aider les gens hein, aussi, nous-mêmes, pour les médiums, pour aller chercher tout ça. Après, on peut travailler aussi avec le cube de Métatron.
c'est une géométrie, le cube de Métatron. Vous allez forcément dans votre réveil, si vous arrivez assez loin et que vous avez envie d'y aller, vous allez forcément travailler avec le cube de Métatron. Le cube de Métatron, il contient toutes les géométries de la vie. Tout. Il y a tout dedans. Tout est inscrit dans le cube de Métatron. Et moi, j'ai travaillé un grand moment avec pour insérer on le verra tout à l'heure, des sceaux, des empreintes, on appelle ça, en moi pour pouvoir évoluer. Donc, je me suis servi du cube de Métatron, enfin, c'est Métatron qui vient, et le Métatron, c'est un archange. Donc, il vient nous donner tout ça et nous insuffler un peu toute cette énergie. Et le cube de Métatron, sachez que de quoi qu'il en soit, il sera là si vous devez aller vers l'éveil complet. Vous ne pouvez pas passer sans le cube de Métatron et sans la Merkaba. Après, on a aussi le Thor. Alors, le Thor, c'est une énergie qui est hyper puissante, qu'on nous donne ou pas, ça dépend. Si vous voulez aller très très loin ou continuer à évoluer, parce qu'on évolue tout le temps, que ce soit de l'éveil spirituel ou de l'éveil médiumnique, on apprend toujours, on évolue toujours. C'est pas parce qu'on a fait 2-3 machins là que c'est fini. Non, c'est jamais fini. Sachez que vous aurez toujours en vous quelque chose qui vous dit il faut que j'aille plus loin. Si tel est votre destin, il y aura toujours quelque chose qui vous fera aller plus loin et vous fera rechercher d'autres choses. Et puis vos guides vous amèneront vers les choses que vous devez connaître. Si vous êtes là, c'est que vous devez connaître tout ça. Ou au moins que vous devez le connaître pour le futur, parce que ça va venir. Après, qui ont ouvert la médiumnité surtout. Donc c'est un flux qui est un flux magnétique qui tourne autour de nous, un peu comme la Merkaba aussi, c'est tous des flux électromagnétiques, on va dire, et ça tourne autour de nous en spirale. La spirale, énergétiquement, c'est ce qu'il y a de plus fort. J'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'il y a de plus fort en médiumnité, en spiritualité. Quand on a des mouvements de spirale autour de nous, on est déjà très élevé, très très élevé. Et le Thor, on nous le donne pas forcément. On peut le demander si on veut, mais on ne nous le donnera pas forcément. Donc, c'est vraiment quand on a une élévation qui est très, très grande. On va travailler aussi souvent avec d'autres thèmes. Il y a ce qui s'appelle le triangle d'Isis. Et donc, c'est une géométrie, le triangle d'Isis. En plus, ça correspond à tout ce qui est Égypte et tout ça. L'Égypte, c'est un endroit qui est très énergétique. Énergétiquement, quand on va là-bas, on ressent vraiment des choses très, très puissantes. Donc, du coup, il faut, de temps en temps, on va peut-être vous dire, allez, on va aller du côté de l'Égypte, voir ce qui se passe, et vous allez à un moment donné tomber sur ce triangle d'Isis qui va vous servir à guérir des choses. Tout ça, ça va servir à évoluer, mais aussi à guérir vos blessures, à guérir tout ce qui est transgénérationnel, etc. C'est important, si on veut une élévation, de guérir toutes nos plaies à l'âme. Et donc, c'est ce que le médium guérisseur va faire quand vous venez le voir. Il va aller chercher toutes les blessures que vous avez en vous, même si c'est du réel. On va aller chercher toutes les blessures qui ont pu venir des vies antérieures ou de votre arbre généalogique d'il y a très longtemps. Parce que des fois, il y a des choses qui descendent avec vous et qui sont des liens qui viennent de très très loin. Donc ceux-là, il faut les enlever pour que vous puissiez continuer à aller jusque-là. Et peut-être même, sûrement même, beaucoup plus loin. Mais généralement, on n'a pas le temps parce que notre vie est trop courte pour aller beaucoup plus loin. Donc, voilà. Quand on fait tout ce travail d'ouverture, il est important aussi d'ouvrir son cœur. Alors là, vous allez avoir aussi, je ne vous fais pas non plus la liste des choses qu'il va falloir faire parce que c'est tout lié avec l'ouverture, mais il y a plein de petits soins que vous allez devoir vous faire qui viendront et qui vont faire que vous allez ouvrir votre cœur. Il n'y a pas d'élévation sans ouverture du cœur. L'ouverture du cœur est indispensable
pour pouvoir travailler tout ça. D'accord? C'est bon. Merci. Alors, ensuite, on a un langage de lumière qui nous vient, ça vous l'avez certainement déjà vu, hein, avec notamment Édouard Molinaro, que vous connaissez certainement, qui, je vous laisserai, parce que comme je n'ai pas le temps de tout développer, je vous laisserai aller voir un peu ce qu'il fait, parce que c'est quand même très intéressant. Et j'ai repris quelques petites choses, moi, de mon côté, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, les crop circles, ce sont des figures géométriques, merci, qui apparaissent dans les champs, surtout en Angleterre. Alors, dans tout le monde, il y en a, hein, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est placée sur un champ énergétique qui est très, très, très puissant. Et donc, les esprits de l'au-delà, ils vont toujours chercher à aller implanter des modèles géométriques là où c'est le plus facile. Et d'abord, quand vous êtes médium, ils vont venir à vous avec ce que vous pouvez prendre. Donc, plus vous pouvez prendre de choses, plus vous pouvez comprendre de choses, plus les esprits vont venir à vous avec des choses surpuissantes. Hein, donc, ça évolue tout le temps. Hein, c'est tout le temps ça, de toute manière. Hein. Alors, les premiers rapports sur les crop circles, ils datent de 1678. Vous voyez que c'est pas tout neuf. Hein, et c'était dans une gazette anglaise qui donna le nom de diable faucheur, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de superstitions, à la culture retrouvée dans un champ d'avoine en Angleterre. Et on attribua ce dessin au diable. Bon, ça, c'était des superstitions aussi qu'on avait. Mais bon, voilà le premier champ, le premier agroglyphe, hein, on appelle aussi ça des agroglyphes, qu'on a trouvé en Angleterre. Et donc, ce sont des formes géométriques qui naissent par l'intermédiaire du son et de la lumière. On va voir un petit peu après que le son est très, très important dans tout ce qui est élévation spirituelle, médiumnité. Le son est à la base aussi, comme la géométrie et les mathématiques, c'est les fondements de l'univers. Hein. S'il y a un physicien par là, il pourra nous dire que c'est vrai. Donc, alors, ce sont des fréquences donc, qui sont implantées sur Terre par les forces supérieures pour donner des messages que certains peuvent traduire. Donc, si on est bien évolué, si on a une énergie assez forte, on va pouvoir traduire qu'est-ce que veulent dire ces formes géométriques. Quand on se met dans un crop, ça c'est le truc d'après, je le dirai après, pardon. Ils sont placés aussi donc, sur des champs énergétiques très puissants, mais sur des lieux sacrés aussi. Hein. Souvent, quand on a des lieux un peu énergétiquement hauts et sacrés, où il y a des choses un peu quand même religieuses, il faut dire ce qui est, c'est souvent près des lieux religieux. On retrouve ces crop circles et puis dans des courants énergétiques telluriques. Donc, vous avez déjà pu voir qu'on peut avoir des champs telluriques qu'on appelle les champs, par exemple, Hartmann. Ce sont des lignes énergétiques qui se trouvent sur Terre. Hein, bien sûr, elles sont pas... Enfin, si, elles sont véritablement là énergétiquement, mais on les dessine en général, mais bon, elles sont là énergétiquement. Et quand deux énergies comme ça se croisent, ça fait un point d'ancrage où l'énergie est très, très, très puissante. Et c'est là, souvent, qu'on va trouver les crop circles aussi. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. La géométrie qui est inscrite dans ces crops, elle sert vraiment à nous donner des messages, à nous donner des sceaux de guérison, des empreintes de guérison, et on peut s'en servir rien qu'en les regardant, par exemple. Hein. On a des crops qui peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres de diamètre. Imaginez faire ça. On va justement en parler après. Vas-y, cocotte. Alors, on les retrouve dans les champs de blé, dans les champs d'avoine, dans le maïs,
On les retrouve vraiment dans beaucoup de champs différents. Alors, on a des dessins qui sont très compliqués dans les crop circles, très, très, très compliqués. Même les mathématiciens ont découvert des équations grâce à qu'ils ne connaissaient pas, grâce à ces champs de blé, de ces champs-là, de ces cercles-là. Et donc, du coup, c'est quand même assez impressionnant de voir que des mathématiciens se sont intéressés à ça et qui ont dit, mais c'est tellement harmonieux, tellement parfait que c'est infaisable, naturellement. Donc, du coup, ils ont commencé quand même à se poser des questions et à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est franchement incroyable. Et donc, le nombre d'or qu'on a vu tout à l'heure, hein, phi, il est toujours dans ces crop circles, c'est-à-dire que forcément, ils sont très harmonieux. Ce qui n'est pas facile certainement à faire, puisqu'on nous dit toujours que les crop circles, c'est faux, c'est des gens qui les font, mais on a quand même remarqué des choses qu'on va voir un petit peu après, qui ne sont pas normales au niveau des crops et qui ne peuvent pas être faites par l'humain. En tout cas, qui ne peuvent pas, peuvent pas être faites. Alors notamment, on a remarqué que les tiges, elles ne sont pas cassées, mais courbées. C'est-à-dire que si vous passez, hein, si c'est un humain qui le fait et qui passe avec une planche, il va forcément ou en casser un bon nombre. Là, elles ne sont jamais cassées. Jamais. Elles sont juste courbées. Et donc, du coup, elles vont avoir ce qu'on appelle le nœud ici. Le nœud, c'est de là que partent les feuilles sur une tige. Hein. C'est là que naissent les feuilles. Ces nœuds-là, quand dans les crop circles, ils vont être complètement tordus et étirés, ce qui n'arrive pas. Tu peux changer cocotte. Elles subissent donc une torsion à 90 degrés. Hein, on le voit bien dans des. Là, on ne voit pas très bien, mais bon, c'est dommage. Mais la croissance est rapide. Le blé, il continue à pousser alors qu'elles sont complètement tordues. Ça ne devrait plus pousser à ce niveau-là parce qu'elles sont tellement écrasées, enfin courbées, que c'est improbable que ça continue de pousser. C'est pas possible. Hein. Donc, les épis sont couchés et ils forment des tressages. On le voit peut-être là un petit peu. On voit des tressages qui sont faits comme ça. Si vous mettez une planche et que vous avancez, vous n'allez pas tresser. Hein, c'est pas possible. Vous allez coucher les branches, mais vous n'allez pas les tresser. Là, elles sont véritablement tressées. Et ça, c'est ce qui indique que c'est pas humain. En tout cas, si on s'amuse encore à tresser, alors que la veille, il n'y avait pas de cercle de culture, et le lendemain, il y en a un à 8 heures, on est avis que quand il y a un crop circle de 100 mètres de diamètre, on ne va pas avoir le temps de faire tout ça. C'est pas possible. Hein. Donc, il faut bien se dire que tout ça, c'est donné par l'au-delà et c'est via le son et la lumière. Elles ont été surchauffées, ces tiges. Hein. Et donc, des biologistes ont travaillé sur le sujet. Ils pensent que ce sont des micro-ondes qui sont envoyées au niveau du champ, juste au-dessus, et qui font que tout ça se passe. Les tressages, les tiges qui se courbent, etc. Donc, on pense que c'est vraiment fait en quelques secondes, en quelques microsecondes. C'est quelque chose qui arrive quasiment instantanément. Hein, les crop circles arrivent quasiment instantanément. On n'a pas tout ça dans un faux crop, c'est pas possible. Après, on pourrait se dire, oui, le fait que les nœuds soient tordus, ça peut être parce que la plante, elle va se diriger vers le soleil, par exemple. Souvent, les plantes, on appelle ça le phototropisme, elles vont se diriger suivant le soleil où il est. Eh ben, elles se dirigent vers le soleil pour prendre le plus possible et faire leur photosynthèse. Or, là, ce n'est pas la plante elle-même qui se courbe, la tige, mais le nœud. Dans le phototropisme, le nœud ne se courbe jamais et il ne s'allonge jamais. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre non humain. Enfin, moi, je me dis quand même que, voilà. On a aussi des nœuds qui sont soufflés, c'est-à-dire qu'ils éclatent carrément. Hein.
Ils sont soufflés parce qu'ils ne supportent pas l'énergie des micro-ondes qui ont été envoyées. Et donc, du coup, c'est trop fort d'un seul coup, c'est trop surchauffé et paf, ça éclate. Hein. On a aussi des épis de blé ou de maïs, hein, peu importe, hein, qui sont atteints et qui, par exemple, on va plus avoir la moitié là, mais on a encore cette moitié-là. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, tous les micro-ondes, ça arrivait dans un sens et ça n'a pas réussi à atteindre tout l'épi. Apparemment, parce que ça doit être bien dosé comme il faut, je ne sais pas. Mais je l'imagine. Et certains épis, par contre, sont complètement brûlés dans le champ. Hein. On a remarqué aussi qu'il y avait des mouches mortes, mais qui étaient figées sur place. Donc, elles sont pas, voilà, elles sont pas tombées de l'épi, elles sont dessus, elles sont figées, complètement figées dans l'état où elles étaient juste avant. Elles étaient en train des guêpes hein, aussi, etc., de butiner ou quoi. Et ben paf, elles sont restées telles quelles dans l'épi. Donc c'est ce qui fait dire que c'est quand même un peu bizarre la position dans laquelle on les retrouve. C'est quand même pas donné. Alors au centre de certains crops aussi, on a remarqué qu'il y avait quelques épis simplement qui restaient debout, mais on ne comprend pas bien pourquoi, parce que c'est très ordonné d'ailleurs, hein, une espèce de tourbillon central encore en spirale. Hein, et donc on nous dit c'est lié certainement au son qui va donner comme ça cette énergie de spirale. Tu peux y aller. Alors aussi, dans les crops, on a vu qu'il y avait des anomalies magnétiques. Hein. C'est-à-dire que y a un changement de magnétisme hein, qui est plus fort dans le crop. Et donc, quand vous y rentrez dans un crop avec un portable ou etc., soit il s'éteint, soit il ne marche plus. Les boussoles, quand vous amenez une boussole, elles s'affolent complètement. Il n'y a plus rien qui marche. Enfin, c'est vraiment... Et là, on se dit, bon, quand même... Ça a été relevé scientifiquement hein, que le magnétisme change dans le crop. Hein. Ce n'est pas des idées comme ça. C'est vraiment, on l'a remarqué, la structure cristalline du sol, le magnétisme, tout ce qui est cristaux dans le sol, c'est pas les mêmes. Ça a été changé par la surchauffe. Hein, donc, tous les minéraux, il y en a des différents. Et il y en a même qui ont été retrouvés, des radioéléments rares. Il y en a 10 au total, hein, mais je les ai mis là, vanadium, tellurium, bismuth. Ces éléments, on ne les a pas comme ça à l'état naturel dans le sol. Ouais, il y en a un ou deux qu'on peut avoir vraiment, mais en très très petite quantité. Pour les synthétiser, il faudrait un cyclotron. Le cyclotron, c'est ce qu'on trouve en Suisse, là, qui fait tout le tour de la ville de Genève, c'est ça, Genève. Donc, avant de trouver un cyclotron et de pouvoir faire ça, mais tu as dit que, bon, c'est pas possible. Donc, on doit pas retrouver ces éléments-là, et pourtant, on les retrouve. Donc, c'est bien qu'il y ait une intervention autre que humaine. Hein. Je vous invite à regarder les analyses qui ont été faites dans un laboratoire américain, le BLT, sous la direction de William Levengood. C'est intéressant parce qu'il a fait pas mal d'expériences et il en a conclu qu'effectivement, lui aussi, il en a conclu que c'était pas possible humainement de faire ce qui est fait dans les crop circles. Donc, on n'a pas la capacité de faire tout ça. Alors, le langage inscrit dans les crops, c'est un schéma multidimensionnel. Il va nous aider à comprendre les autres univers, à comprendre comment fonctionne, mais justement pour le comprendre, des fois on va voir simplement le crop et puis on va dire bon bah ok c'est beau, c'est magnifique, c'est harmonieux, etc. Il y a des personnes qui sont tellement éveillées qu'elles arrivent à décrypter les messages qui sont dans ces crops. On n'est pas obligé de savoir les décrypter pour les prendre à compte. On peut simplement les regarder ou aller dedans et ressentir l'énergie qui est là, à l'intérieur du crop, et puis s'en imprégner, et ça va nous faire évoluer aussi. Il y a différentes façons de prendre le message, hein, soit le décrypter, soit y aller, si on peut. Et c'est vrai que toutes les personnes qui rentrent dans un crop, elles disent on a une sensation vraiment étrange d'être ailleurs, dans une autre dimension, dans un autre univers. C'est vraiment impressionnant.
Et donc, du coup, quand on les regarde, hein, ça imprime dans notre esprit et dans notre âme des empreintes qui vont rester et qui vont nous permettre de monter, d'ascensionner, de s'élever énergétiquement. Et puis, les crops, ils nous aident aussi à nous adapter au changement énergétique de la Terre, parce qu'en ce moment, la Terre, elle passe dans des endroits un petit peu de l'espace qui sont très énergétiquement élevés. Et donc, nous, la Terre évolue énergétiquement et nous, on a un peu du mal à suivre. Donc, du coup, ces crops-là, ils viennent aussi pour nous aider à passer ce cap. Hein, donc, voilà, ils sont là pour ça. Attends. Oui, c'est important aussi parce qu'on dit souvent, tous ceux qui sont allés dans les crops disent que c'est une certaine intelligence. On a l'impression que le crop, il est vivant. Il est vivant, il donne quelque chose, il est là comme... il est là énergétiquement, mais il est là comme de la matière, en fait. Comme si c'était quelqu'un, on va dire, hein, entre guillemets, qui vient nous donner quelque chose. On est vraiment dans une situation assez étrange hein, quand on est dans un crop, et ça, vraiment, ça nous met dans des... Il y en a même des fois qui ne supportent pas d'être dedans, parce que c'est trop fort. Donc, il faut sortir et aller ailleurs pour retrouver une énergie à peu près normale, enfin celle que vous avez. Donc, on dit que ce sont les expressions de la conscience divine. Hein, et on peut même les manier, donc manier toutes ces géométries. Là, il y a beaucoup de personnes qui manient, quand il y a un crop, qui vont les décortiquer géométriquement, essayer de trouver des liens avec l'âme, avec etc. Ça, c'est très important. Voilà, tu peux y aller, cocotte. Alors, ensuite, on a cette vibration sonore qu'on a trouvée dans le crop circle. On va la retrouver aussi au niveau terrestre, au niveau de la nature. Et ça, le son, je vous l'ai dit, il est primordial dans tout ce qui est évolution et fondement de l'univers aussi. Alors, le son, c'est une onde qu'on appelle mécanique et qui a besoin d'un support pour se déplacer. Donc, on a des supports qui sont soit l'eau, soit l'air, soit les métaux. Suivant les métaux, on va aller de plus en plus vite parce qu'ils sont conducteurs et donc le son, il va aller vite, vite, vite dans certains métaux. Le langage sonore, c'est aussi un langage de guérison. Et d'ailleurs, le modèle le plus connu, c'est le bol tibétain. On peut faire de la guérison avec le bol tibétain, on le verra tout à l'heure, hein, plus en détail. Mais c'est vraiment un outil, le son, qui permet aussi de guérir et d'évoluer. Donc dans le crop, on va entendre aussi des sons à basse fréquence. Et ces sons-là, ils vont s'imprimer aussi dans votre esprit, dans votre âme. Et ça, c'est important parce qu'ils vont changer des fréquences hein, dans vos cellules. On le verra peut-être tout à l'heure aussi. Si, c'est là. Quand le son il vient se répercuter dans vos cellules, hein, les cellules de votre corps, le son il va aller impacter ce qu'on appelle les liaisons chimiques qui sont dans les molécules de vos cellules. Donc, vous avez des cellules, dedans il y a des petites molécules, et dans ces petites molécules, chaque atome est relié à un autre atome par des liaisons chimiques. Le son, il va venir impacter ces liaisons chimiques, changer leur fréquence, et c'est ça qui va changer l'infrastructure, on va dire, hein, mais vraiment la micro-infrastructure de vos cellules pour qu'elles fonctionnent mieux. Quand on a par exemple un cancer, on a des cellules qui fonctionnent très mal. Au niveau du cancer du sein, par exemple, si vous avez un cancer du sein, c'est la tumeur. Au niveau de la tumeur, les cellules, elles sont très endommagées. Et donc, quand on vient donner un son, une fréquence, on va venir changer la fréquence de la cellule. On imprime une empreinte sonore qui fait que la cellule, elle va reprendre vie. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisque je voulais le dire tout à l'heure, mais je n'ai pas trop osé, mais souvent on me dit oui, on peut tout guérir.
je ne suis pas d'accord. Parce que, d'abord, si on pouvait tout guérir, il n'y aurait plus de malades, déjà d'une. De deux, on ne peut pas tout guérir parce que parfois, on a choisi de revenir sur Terre pour vivre quelque chose peut-être de plus ou moins grave parce qu'on a des choses à épurer, etc. Et donc, on a choisi de vivre une maladie, on a choisi, c'est comme ça. C'est malheureux, mais ça permet d'épurer plus vite quand on descend sur Terre en 3e dimension avec quelque chose d'une maladie ou quelque chose de négatif pour nous. Malheureusement, ça marche comme ça, mais ça permet d'épurer plus vite. Donc, on descend, moi, je suis malade, je me soigne depuis 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans que je me soigne, j'ai réussi à gérer ça pendant 20 ans, c'est plus le cas. Donc maintenant, on passe à autre chose parce que c'est mon destin, je l'ai choisi, c'est comme ça, je sais pourquoi je l'ai choisi et je sais pourquoi je suis malade et pourquoi je serai toujours malade jusqu'à la fin. Donc, il faut vraiment se dire que tout ça, ça impacte vos cellules et votre façon aussi d'évoluer. Alors, là, j'ai mis, ça change la conformation géométrique de la cellule. Attention, ça ne change pas vraiment la forme, hein, mais la microstructure, vraiment, mais pas la forme de la cellule. Une cellule dans votre corps, elle aura toujours la même forme. Hein, elle est faite comme ça, elle ne changera pas de forme. Tu nous lis la petite histoire? La première personne à avoir expérimenté ce phénomène se nomme Chladni, 1756-1827, physicien allemand, fondateur de l'acoustique moderne. Il a eu l'idée d'étudier la vibration des plaques, de la saupoudrer de sable avec un archet qu'il frotte sur la plaque. Il obtient une figure géométrique. La forme à partir de la vibration est née. Chladni, avant de s'intéresser à la physique, a fait des études de droit. Il aimait la musique et il commença à travailler sur le son. Au départ, il voulait créer un instrument de musique appelé l'euphone. Il publia à Leipzig en 1802 un traité d'acoustique. Il eut l'occasion de montrer sa fameuse expérience à Napoléon Bonaparte, qui tombe sous le charme. Bonaparte proposa alors un concours à l'Académie des sciences pour un prix qui sera remporté par quiconque trouvera une théorie mathématique au phénomène. C'est Sophie Germain qui obtint le prix en 1816. Ici, on se demande quand même pourquoi. Ah, mais t'es allé trop. Ah oui. Pourquoi le monsieur Chladni, il a eu cette idée? Mais il a eu l'idée de frotter un archet de violon sur une plaque qui avait du sable quand même, si c'est pas quelque chose qui lui a été soumis. Hein. Et donc, du coup, il s'est rendu compte que, suivant comment il frottait la plaque d'aluminium, il avait des figures géométriques différentes, en fait. Tu peux passer, Cocotte. Alors, c'est lui. Hein. Donc, on peut refaire ces expériences. Hein, maintenant, on les fait bien sûr avec... alors, on a une plaque d'aluminium, on a un générateur de fréquence parce qu'il va falloir donner une impulsion hein, à la plaque aussi d'intensité électrique. Et puis, ensuite, on a un générateur de vibration qui va faire vibrer, grâce aussi à la fréquence, la plaque d'aluminium. Alors, on saupoudre effectivement du sable ou du sel et on met en route le générateur de fréquence. Il remplace le générateur de fréquence, l'archet de M. Chladni à l'époque. Et il y a des figures géométriques qui apparaissent sur la plaque de plus en plus complexes au fur et à mesure que la fréquence augmente. Alors, je vous dis quand même, c'est à l'endroit où le sable est présent, on appelle ça des nœuds et il n'y a pas de vibration. Ici, il n'y a pas de vibration. Dans les ventres, il y a de la vibration. Il y a donc, il n'y a pas de sable. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas de sable. Plus la fréquence augmente, plus il y a des nœuds de ventre et plus les figures sont complexes. Donc, le son, il a une influence sur la structure de la matière. C'est-à-dire que
on va se mettre en tête, là, on voit que quand on envoie un son, donc une vibration ou une énergie, on obtient de la matière, quelque part. Enfin, on obtient de la matière. Là, on a été obligé d'en mettre de la matière parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. Mais il faut sous-entendre, le son est créateur de forme, est créateur de matière. Et ça, c'est important. C'est très important parce que la matière, elle ne vient pas comme ça en claquant des doigts quand on arrive sur Terre. La matière, c'est une succession de sons, d'énergie qui s'accumulent et qui va finir par former de la matière. Si on est matière, c'est que le son et les énergies ont été là au départ pour le faire. Tu peux passer. Donc, vous voyez les différents résultats qu'on peut avoir. Ces résultats, on peut les avoir aussi dans de l'eau, hein, qu'on va mettre sur un... Comme tu as là, voilà, une enceinte. Il y a des gens qui mettent des bols comme ça avec de l'eau. Ils vont donner une certaine fréquence, un certain son, et on va obtenir les mêmes réponses dans l'eau qu'avec le sable. Alors, il y a un autre physicien qui a repris les expériences de Chladni et qui va mettre un nom sur ce phénomène et qui va l'appeler la cymatique. Alors, la cymatique, ça vient de kymatique, je crois, qui est allemand. Et donc, la cymatique, c'est voir les formes à partir d'une vibration. Ça veut dire ça. Et dans ces expériences, il montre la possibilité de reproduire des formes naturelles à partir de différents matériaux et de la fréquence du son. Il fait correspondre ces formes géométriques aux différentes fonctions vitales. Alors bon, ça a été vraiment des expériences, hein, mais il a trouvé que certains sons aidaient certains organes à développer des fréquences positives. Donc voilà. Et puis on s'est dit, et si le son était à l'origine de la formation des phénomènes donc du vivant, comme je disais tout à l'heure, hein, la création de la matière. Tu peux y aller. Alors cette question, elle va être de nouveau étudiée par un autre chercheur, hein, l'auteur Vasseur. Et c'est un biologiste qui avait chez lui des tortues. Et puis il est tombé encore par hasard sur les expériences de Chladni. Et puis il s'est dit, tiens, mes tortues, elles ont quand même bien la tête, leurs carapaces ont bien la tête des figures qu'on retrouve sur l'archet de Chladni. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas essayer d'autres expériences et puis reprendre les plaques de métal et puis refaire tout ça. Et il s'est rendu compte qu'il obtenait soit des choses comme ça, des carapaces de tortue, soit ça. Et pourquoi? C'est vrai, pourquoi ouais, un léopard et puis un zèbre. Et pourquoi on aurait des traits sur un zèbre, des points sur un tigre ou sur une panthère, et puis ce genre de choses. Pourquoi il s'est posé la question, pourquoi il y a ça et pourquoi c'est pas neutre que de la couleur ou que... C'est donc parce que le son est pourvoyeur de matière et suivant la fréquence qu'on lui applique, ça va donner ça ou ça ou ça. C'est vraiment important de comprendre que ces formes, elles sont dues au son. Et c'est pour ça que dans les crops, le son est aussi très important parce que c'est lui qui va engendrer la géométrie du crop. Hein, vas-y. Alors, on a aussi, je le disais tout à l'heure, des guérisons ou un éveil avec le son qui peut venir du bol tibétain. Alors, tiens. Leur histoire remonte à des milliers d'années, entre 3000 à 5000 avant Jésus-Christ, dans les régions himalayennes, Tibet, Népal, Bhoutan, Inde. Les chamans et les moines bouddhistes s'en servaient pour entrer en méditation, pour les cérémonies, les rituels, les funérailles ou comme instrument de musique. En guérison, on prodiguait des soins et on harmonisait les chakras avec. On peut aussi s'en servir à ces époques d'ustensiles de cuisine. De nos jours, guérison chez les malades, apaiser les sens, harmoniser les chakras et les vibrations cellulaires. C'est pareil, hein, on va aller toucher avec le maillet le bol, ça va faire un son et chaque son
va donner une fréquence qui va se répercuter dans les chakras et dans les cellules, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, dans la tradition tibétaine, on faisait les bols tibétains au marteau, pardon, et il y avait 7 métaux à l'intérieur, donc argent, cuivre, étain, fer, mercure, or et plomb. Et donc l'étain et le cuivre sont en grande quantité, c'est les plus grandes quantités qu'il y a dedans. Et chaque métal se reporte à un des 7 chakras, à un des 7 jours de la semaine et aux 7 corps du système solaire. C'est pas pour rien parce que tout est lié et donc du coup on arrive à lier les plus petites choses aux plus grandes. C'est très important chez tous les Tibétains, les chamans, etc. On relie toujours le microcosme au macrocosme. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre. Il existe des bols en quartz, mais ceux-là, ils n'ont qu'une seule fréquence. Donc, il faut en faire un pour chaque fréquence. Donc, il y a une quantité de quartz différente pour avoir chaque fréquence. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir faire plusieurs sons. Donc, voilà. On les appelle aussi les bols chantants, hein, je ne sais pas si vous avez en tête, et ils ont aussi un rôle très positif. Donc, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant tourner le maillet, on va inscrire une empreinte, une fréquence dans les liaisons chimiques des cellules, et ça va les transformer en quelque chose de positif, hein, vraiment. Alors, les aigus, quand vous faites des aigus, ils touchent les chakras supérieurs et les graves touchent les chakras inférieurs. Alors, en sachant que vos chakras, par exemple le chakra du 3e œil, les chakras, ils sont tous liés à un plexus nerveux et à des organes qui sont alentours. Donc, par exemple, pour le chakra du 3e œil, il va être lié au cerveau, aux yeux notamment et un peu aux oreilles. Et donc, du coup, quand on va aller inscrire une fréquence au bol qui est aiguë, donc, puisqu'on touche les chakras supérieurs avec l'aigu, on va changer la fréquence du chakra et changer donc la fréquence de tout ce qui est autour. Donc, si vous avez par exemple beaucoup de maux de tête, de migraine, la personne qui va utiliser le bol, elle va donner une fréquence aiguë pour vous aider à faire passer vos migraines, par exemple. On l'utilise aussi pour ouvrir l'éveil spirituel parce que entendre des sons permet de changer sa vibration. C'est comme écouter de la musique. Il y a des personnes, enfin moi c'est le cas, si j'écoute de la musique, ça va forcément m'éveiller, me monter en capacité médiumnique. Donc à chaque fois que je vais avoir une consultation ou quelque chose comme ça, je vais écouter un peu de musique avant et ça me permet de m'élever. C'est le son. Et notamment, c'est le son de basse, moi, qui me fait élever. Pas le reste. C'est que le son de la basse. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Voilà, tu peux y aller. Alors, il y a aussi des langages de lumière qui descendent, qui sont liés à la gorge. Alors, on appelle ça le chant diphonique ou le chant bucco-nasal. On l'appelle aussi le chant de gorge ou le chant harmonique. Alors, c'est des personnes, souvent ce sont les chamans en Mongolie, etc., tout ce qui est au Tibet, tout ça, qui vont utiliser ce chant. Et ça fait intervenir le larynx, la langue, le palais, les lèvres, et c'est un chant qui est très, très difficile à acquérir. J'ai connu quelqu'un qui avait le chant diphonique, hein, et qui chantait, mais quelque chose de vraiment au-delà de je sais pas quoi, ça c'était irréel ce chant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et il faut vous dire que ce chant-là, il va venir vous donner aussi des vibrations que vous allez pouvoir moduler vous-même si vous le faites, ou pour les autres, pour guérir. Le chant diphonique se retrouve notamment en Afrique du Sud, en Papouasie, chez les Tibétains, en Chine, en Mongolie, en Turquie.
Des recherches ont permis de constater que les documents attestaient de son origine. Au Moyen Âge, en Mongolie, la transmission se fait à l'oral. Le terme français chant diphonique est formulé pour la première fois en 1971 par l'acousticien Émile et l'ethnomusicologue Gilbert Léoto. Dans le chamanisme, ce chant relie les esprits aux hommes, à la terre, au cosmos, au créateur. Le son est le lien. Les chamans font appel aux esprits par les chants diphoniques et peuvent entrer en transe. Chez les Mongols, le chant diphonique est une initiation au souffle, vent, des montagnes et des lacs qui communiquent entre eux. Les Mongols font du chant diphonique en imitant les oiseaux, messagers de Dieu. C'est un langage supérieur, universel pour tous les êtres vivants, hommes, animaux, végétaux et minéraux. Ce qu'il faut savoir dans le chant diphonique, c'est un chant qui va utiliser deux sons différents en même temps. Mais quand je dis deux sons différents, c'est vraiment, on va le voir, tu peux y aller, on passe vraiment d'un son à un autre qui est vraiment décalé, mais et en même temps. Donc alors, on peut voir qu'il existe des sons purs à une fréquence. Vous savez que le diapason, il donne le la dans un orchestre pour que les musiciens puissent s'harmoniser avant de commencer le concert. Donc du coup, c'est un son qu'on dit pur. Il n'y a que le la, et c'est un vrai la, c'est un beau la, et il n'y a que celui-là. Et donc, il a une fréquence de 440 Hz. Voilà. Dans le chant diphonique, il y a plusieurs fréquences en même temps. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre, mais l'un des sons, il est nommé la fondamentale ou l'harmonique de premier rang, et puis le deuxième son, et même parfois le troisième son, parce qu'il y a des gens qui peuvent chanter trois sons en même temps différents. Et donc, ce sont des harmoniques qu'on appelle de rang 2, 3 ou 4. On sait qu'en acoustique, un son est fait de l'addition de plusieurs fréquences, plusieurs sons. Lorsque l'on a des personnes qui passent de l'autre côté, qui ont une émie, qu'on appelle ça, qui font par exemple une crise cardiaque et qui passent de l'autre côté, ils nous disent tous que lorsqu'ils reviennent que dans l'au-delà, les sons n'ont pas du tout la même saveur. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on a l'impression qu'on entend beaucoup plus de sons que ceux que l'on entend ici sur Terre. Et c'est ça en fait. Un son est fait de l'addition de plusieurs fréquences. Et en fait, ce sont ces fréquences que l'on entend de l'autre côté et qu'on n'entend pas ici. Parce que notre oreille n'est pas assez fine pour tous les entendre. Mais en fait, il y a beaucoup plus de sons à entendre que ceux qu'on entend sur Terre. Et donc, c'est ce que nous ramènent souvent les gens qui reviennent d'une émission. Alors, si notre chanteur, il nous chante un Do 2, bon, alors, on va passer les chiffres, mais il va nous chanter, il va passer du Do 2 au Do 4, il prend 2 octaves, c'est-à-dire qu'il va chanter un Do, et puis il va chanter un Do, mais en même temps. Vous chantez-vous déjà ça, 15 minutes de décalage, vous allez arriver en haut et vous allez vous dire, ouais, l'une après l'autre, c'est déjà dur, mais en même temps, c'est quasi infaisable. Donc, c'est vraiment des techniques qui sont difficiles à acquérir. Et ces techniques-là, elles sont là, quand vous avez votre larynx qui vibre, tout vibre à l'intérieur. Toutes vos cellules vibrent. Et ce chant, il va vous aider aussi à guérir certaines blessures, à changer la fréquence de vos cellules, à vous aider énergétiquement dans vos corps énergétiques, à changer la fréquence et à monter, monter, monter. On ascensionne vraiment avec différentes manières de faire. Et toutes ces manières-là qu'on a vues, toutes ces choses qu'on a vues là jusqu'à maintenant, c'est pour nous aider à ascensionner. Vraiment, il faut vraiment avoir ça en tête. Vous allez pouvoir peut-être être amené à faire la connaissance d'un crop circle en Angleterre parce que vous y êtes ou je ne sais quoi. Et là, on va vous mettre devant le fait accompli, il faut y aller. Et ben, c'est comme ça que vous allez comprendre comment on s'éveille, et d'autres, ce sera par la musique, par le son, et plein de choses différentes. C'est quelle heure, s'il te plaît, parce que 15h29, ah ouais.
Donc on peut aussi raisonner avec l'âme, hein. Donc ça c'est très important parce que le son, je vous dis le son, n'hésitez pas à entendre des sons, à entendre de la musique qui vous plaît, que vous ressentez, vous donner des frissons. Parce que quand on a des frissons en général, c'est que notre fréquence augmente, hein. Donc tout ça, ça nous guérit. Tu peux y aller. Les mantras. Alors les mantras, ça veut dire savoir, hein. Ils sont retrouvés aussi en Asie et en Occident. C'est des syllabes aussi qui sont répétées en boucle. Donc les syllabes, pareil, hein, quand on parle, on va faire vibrer notre larynx aussi, c'est soit le chant, soit le parler, hein, le langage. Et donc on fait vibrer et on obtient la même chose en fait que précédemment, hein. Le plus célèbre des mantras, c'est Om, vous savez, hein, c'est le son primordial Om, hein, on appelle le son primordial. Il symbolise en fait la naissance de notre univers, c'est un son universel. Et Om, quand on dit Om, ça vraiment, ça provoque des choses en nous et ça peut vous faire évoluer. Donc vous pouvez de temps en temps faire une petite méditation, des petites syllabes comme ça, Om ou d'autres, hein, il y en a bien d'autres, hein. Et après, ça peut aussi venir de vous-même, hein, ça peut être simplement vous-même qui allez trouver une syllabe qui vous plaît ou que vous ressentez vous faire du bien, hein. Donc ça, c'est important. Je vais passer un petit peu, parce que c'est pas la peine de tout lire, donc tu peux y aller. On a aussi les mandalas. Alors les mandalas, on ne croirait pas, mais les mandalas, c'est une histoire de visualisation. Quand vous faites des mandalas, vous allez contempler cette structure et les deux hémisphères de votre cerveau vont se connecter. En général, ils sont connectés un petit peu là, au milieu, par une petite frange là qu'on appelle, je ne sais plus comment. Voilà, l'arrêt des cheveux. Non, c'est pas ça. Et puis, donc du coup, là, ces deux hémisphères vont vraiment se connecter et vont vraiment vous amener quelque chose de différent, une fréquence différente, et vont vous emmener comme dans le crop circle, en fait, hein, c'est la même chose. Vous regardez le crop, ça vous donne un peu des messages, et bien là, dans les mandalas, ça vous donne aussi des messages. Il faut être un petit peu élevé pour pouvoir capter ces messages et les comprendre. Donc ça, c'est un peu compliqué quand même. Bon, essayez de temps en temps de voir, quand vous regardez un mandala, qu'est-ce que ça peut vous amener? Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce qu'il y a plein de choses comme ça que vous pouvez voir ou ressentir? Et ça, c'est super important parce que ça peut être par cette manière-là qu'on peut se guérir ou s'élever. Dans les mandalas, on a aussi tout ce qui est séquence de Fibonacci. Alors, je ne vais pas rester dessus longtemps. La séquence de Fibonacci, c'est ça. Et donc, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1, etc., etc. Et en fait, il a été supposé que c'était le code cosmique de notre planète. Mais en fait, c'est tout un système qui va en spirale, comme ça. Et quand vous aurez envie d'ouvrir un peu tous ces chakras et toute cette évolution spirituelle, allez toujours chercher tout ce qui correspond à la spirale. Parce que la spirale, c'est ce qui est au fondement de l'univers. S'il n'y a pas de spirale, il n'y a pas d'univers. Voilà. Allons-y. Alors, il y a le vrai langage de lumière, là, pour le coup. Là, moi, je l'avais appelé le langage de la lumière, mais le langage de lumière, c'est un parler, c'est une langue, en fait, que certaines personnes parlent. On comprend absolument pas. Personne ne comprend. Mais quand la personne va, par exemple, dans un groupe, parler cette langue, c'est sa propre langue, hein, qui vient des étoiles supérieures, hein, des Pléiades, etc., des constellations. Et quand ce langage arrive, ça rend une fréquence qui est assez spéciale et qui va aussi aller guérir vos blessures. Donc ça peut se faire en groupe ou pas, hein, ça peut être en individuel, mais moi je ne le parle pas. Je l'ai écrite, ce langage de lumière, donc ça donne un peu des glyphes comme ça. Les glyphes,
C'est des petits dessins des petits caractères qu'on va inscrire sur une feuille. On les comprend pas forcément, hein, on n'est pas là pour les comprendre, mais enfin pour les comprendre. On n'est pas là pour tout comprendre non plus, mais quand on l'écrit, on peut avoir un sentiment, un ressenti. Ça peut nous donner une espèce de bonheur. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ne cherchez pas. Il ne faut pas chercher des fois. Il faut prendre ce qui vient et vous comprendrez plus tard. C'est vraiment important ça, parce que des fois on cherche trop à comprendre pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, mais ça sert à rien. Parce que tant qu'on n'a pas effectué des choses, des expériences, on n'a pas un peu fait l'écriture ou le parler, on comprendra pas. Et tout le reste, hein, d'ailleurs, c'est tout comme ça. Hein. Au début, on comprend pas ce qu'on fait. Puis on se dit, mais je suis complètement fou, je vais pas bien. Mais en fait, non. On nous fait faire, et après, on nous expliquera quand on aura bien ouvert tout ce qu'il faut ouvrir. Et on nous donnera tout après. Mais il faut toujours, quand on est en médiumnité, par exemple, il faut toujours donner de soi pour quand même recevoir. Les esprits de haut niveau, ils ne donnent pas comme ça sans qu'il y ait quelque chose de fait de notre part. Il faut toujours qu'on fasse un petit quelque chose pour montrer que on est impliqué dans cette médiumnité ou dans cette spiritualité. Hein, on peut y aller. Donc après, là on en arrive à la fin. Je ne les ai pas développés justement parce que je me disais que ce serait trop long. Ce langage de lumière se transmettre par l'art, hein, notamment là Kandinsky. Il fait beaucoup, et ça, moi Kandinsky, je suis fan, beaucoup de peintures géométriques, etc., un peu abstraites comme ça, et j'aime beaucoup. Moi, ça me parle. Voilà, bon, ça parle peut-être pas à tout le monde. Les couleurs aussi, hein, qui ont aussi une fréquence. Hein, les couleurs, c'est une énergie, hein, c'est une fréquence. Donc, qui peut nous donner, en regardant comme ça, l'envie d'évoluer ou de voilà. Donc la danse, on en a déjà parlé. On peut transmettre aussi ce langage de lumière par les ondes de forme. Je ne sais pas si vous connaissez les ondes de forme. C'est par exemple ces petites pyramides qu'on trouve souvent quand on va dans des salons, etc. Et ça, c'est une onde de forme. Ça veut dire que ces pyramides, elles vont donner une fréquence, hein, de par leur forme, de par leur constitution en minéraux, etc. Elles vont donner une énergie aussi qui va venir impacter vos corps. Alors souvent, on vous dit il faut mettre cette pyramide à côté de vous, à côté de votre lit, à droite, à gauche, etc. C'est comme les pierres un petit peu dans la lithothérapie. Tout ça est lié. On a aussi en mathématiques, et ça, j'ai pas encore bien approfondi parce que les mathématiques, c'est quand même pas mon fort. Mais les fractales, c'est très intéressant aussi. Vous regarderez un peu ce que c'est. Hein, mais c'est des découpes de dessins, hein, qui ont été faits mathématiquement, et on retrouve toujours la même image. Plus on va loin petit, plus on retrouve toujours cette même image. C'est toujours la même chose à différentes dimensions. Et ça implique aussi des sauts énergétiques qu'on peut prendre en nous et qui sont des empreintes très très fortes. Et monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui avait trouvé les fractales, le mathématicien. Je me rappelle plus. Je l'ai mangé. Voilà. Alors, donc les sauts, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est, pour vous redire, des structures géométriques qui sont implantées et qui déclenchent en nous des informations nouvelles. Hein, les guides, ils peuvent en donner autant qu'il y en a besoin pour notre évolution, mais à condition qu'on soit déjà un petit peu ouvert, parce que moi, je les ai eus assez tard, les sauts dans l'évolution. Donc après, on ne commence pas forcément tous par la même empreinte énergétique. Hein, on va nous donner différemment, suivant comment on est déjà évolué, comment on travaille, comment on est capable de prendre. Mais donc du coup, tout ça, ça va s'impacter et se faire différemment d'un médium ou d'une personne à l'autre. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. C'est pour ça que je ne donne pas de façon de faire, parce que vous aurez la vôtre. Et ça, je vous donne un peu des bases, hein, mais je ne vous donnerai pas comment j'ai fait moi, ce n'est pas la peine, parce que vous ferez
forcément pas de la même manière. Voilà. Et ben alors en conclusion, je vais vous. Tu veux la lire? Le langage de lumière se trouve sous différentes formes envoyées sur Terre dans le but de transformer les êtres humains au niveau de leur âme et leur corps pour les amener vers des dimensions supérieures et lever le voile de l'oubli. Les symboles, codes viennent à travers le son, la lumière, la géométrie, qui sont le langage de la source première. La connaissance se manifeste à travers ce langage de la source. Le but pour vous est de prendre ces codes, de transformer votre être et de l'élever vers la source tout en étant en voyage sur Terre. Pour cela, votre ADN va subir des changements grâce à ces vibrations que vous recevez et vous aurez accès à des mondes multidimensionnels sans difficulté. Message des guides. Ne réfléchissez pas en termes de matière, mais plutôt en termes d'énergie, sous-tendue par l'univers et ses fondements mathématiques. Puissez votre puissance dans les codes de lumière et d'amour que vous offrent les guides spirituels pour vous aider dans la recherche de votre être originel. Laissez-vous entraîner vers la félicité et le bien-être. Ayez confiance en vous et en nous pour vous ascensionner vers vous-même et la 6e dimension. Votre monde n'en sera plus que aimant. Soyez bénis, les êtres de lumière. Point. Finir les guillemets.